Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on plonge dans une idée qui a bouleversé, qui a littéralement bouleversé le monde, la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Ah oui, bouleversé, c'est le mot juste. L'objectif, c'est pas vraiment de se refaire un cours de biologie, Non. c'est plutôt de comprendre comment un seul homme, à lui seul, a pu faire exploser des siècles de certitudes. Exactement. Et pour ça, on s'appuie sur une analyse qui retrace tout son parcours. C'est fascinant. On parle bien du nombre de chocs, là. Ah, mais complètement. Il faut vraiment mesurer l'ampleur du truc. L'idée de Darwin, c'est comme Newton qui découvre la gravité, ou Einstein avec la relativité. C'est de cet ordre-là. Oui, c'est pas juste une théorie scientifique parmi d'autres. C'est carrément le socle sur lequel repose toute la biologie moderne. Sans Darwin, rien de ce qu'on comprend aujourd'hui du vivant, de l'ADN aux écosystèmes, n'aurait de sens. Alors, pour bien saisir le séisme, il faut peut-être faire un petit voyage dans le temps. Remontons au monde avant Darwin. Bonne idée. On est au début du 19e siècle. La vision qui domine absolument tout, c'est celle de la Bible. Le monde a été créé par Dieu en 6 jours, il y a environ 6000 ans. Point final. Voilà. Et chaque espèce, chaque animal, chaque plante est vue comme une création parfaite, complète et surtout immuable. Elle n'a pas bougé d'un iota depuis le début des temps. Un monde figé. Et c'est dans ce décor qu'arrive notre personnage. Et c'est là que ça devient savoureux, je trouve. Charles Darwin, c'est pas du tout le savant austère qu'on imagine. Non, pas du tout. C'est un gamin un peu turbulent, un élève qu'on qualifierait de médiocre aujourd'hui. Il préfère de loin courir dans la campagne pour collectionner des insectes. Des scarabées surtout. Oui, des scarabées, plutôt que d'écouter ses professeurs. Mais c'est ça qui est dingue. Et le plus fou, c'est ce qu'il part étudier à Cambridge. Pas la biologie, pas la géologie, mais la théologie. C'est presque une blague, hein? Le type qui va devenir le fossoyeur de la création divine se préparait à devenir prêtre. C'est un scénario de film. On pourrait pas l'inventer. Il est croyant, il voit la nature comme l'œuvre de Dieu, tout ça. Et puis, à 22 ans, le hasard ou le destin, on sait pas trop, frappe à sa porte. L'offre du siècle. Exactement. On lui propose une place de naturaliste sur un navire de la marine britannique, le HMS Beagle. L'expédition est censée durer 2 ans pour cartographier les côtes de l'Amérique du Sud. Au final, le voyage va durer 5 ans et l'emmener aux 4 coins du globe. C'est ce voyage qui va tout changer. C'est là que tout bascule. Parce que pendant ces 5 ans en mer, il va accumuler des observations qui ne collent plus, mais alors plus du tout, avec cette histoire de monde parfait et immuable. Ça commence à coincer ? Par exemple, en Argentine, il découvre des fossiles d'animaux gigantesques. Des sortes de paresseux et d'armadillos, de la taille d'une voiture. Et ce qui le frappe, c'est qu'ils ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux paresseux et aux armadillos qui vivent dans la même région aujourd'hui. Mais en beaucoup plus petit. Voilà, en version miniature. Et la question commence à le tarauder. Si les espèces sont fixes, pourquoi celles d'hier ressemblent autant à celles d'aujourd'hui, avec juste des différences de taille ? Est-ce que ce serait pas la même famille qui se serait transformée au fil du temps ? C'est la première grosse fissure dans le mur de ses certitudes. Et puis, il arrive aux îles Galapagos, ce petit archipel perdu dans le Pacifique. Qui va devenir son laboratoire à ciel ouvert. Là, il tombe sur les tortues géantes. Et il remarque un truc étrange. Chaque île a sa propre version de la tortue. La carapace est une forme légèrement différente d'une île à l'autre. Et la question devient obsédante. Pourquoi ? Pourquoi un créateur tout-puissant se serait amusé à créer une dizaine de versions quasi identiques de la même tortue, une pour chaque bout de caillou ? Ça n'a aucun sens en fait. Non, la logique voudrait qu'il ait créé une seule espèce, parfaite, capable de vivre partout. Et le clou du spectacle, ce sont les fameux pinsons des Galapagos. Au début, il croit que ce sont des oiseaux de familles complètement différentes. Mais en fait, non, ce sont tous des pinsons, juste différents. Et surtout des fleurs. Les pinsons ont un bec long, fin, délicat, parfait pour aller chercher le nectar au fond des corolles. Et là, c'est l'illumination. C'est ça. Il comprend que ces becs, ce n'est pas le fruit du hasard. L'environnement n'est pas juste un décor. Il agit comme un sculpteur. Il façonne les espèces. La vie n'est pas statique, elle est en adaptation permanente. Le dogme du monde figé vient d'exploser. En plein vol. Bon, il rentre en Angleterre avec ses carnets remplis de notes, de doutes, d'intuitions. Il a compris que les espèces changent, mais il ne sait pas encore vraiment comment. Il lui manque le moteur, le mécanisme. Zoom, mais pas l'image sur la boîte. Et pour bien piger son idée de sélection naturelle, le mieux c'est peut-être de la comparer à la théorie d'un autre scientifique de l'époque, le français Jean-Baptiste Lamarck.
Oui, la comparaison est très éclairante. Lamarck, lui aussi, avait compris que les espèces évoluent, ce qui était déjà très audacieux pour l'époque. Il était sur la bonne voie, en quelque sorte. Disons ça. Prenons l'exemple classique de la girafe. Pour Lamarck, les ancêtres des girafes avaient un cou court. Mais pour atteindre les feuilles en haut des arbres, elles passaient leur vie à s'étirer le cou. D'accord, l'effort. L'effort, voilà. Cet effort constant finissait par allonger leur cou de quelques centimètres. Et le point clé de sa théorie, c'est qu'il pensait que ce caractère acquis par l'effort était ensuite transmis directement au bébé girafe. Et c'est là où ça coince. La source qu'on analyse utilise une analogie parfaite pour ça. C'est comme si un bodybuilder, après des années de muscu, s'attendait à ce que son bébé naisse avec des biceps énormes. C'est exactement ça. On sait tous que ça ne marche pas comme ça. Tes efforts personnels ne modifient pas l'ADN que tu transmets à tes enfants. Et c'est là que l'explication de Darwin est géniale de simplicité. Est radicalement différente. Il part d'un autre postulat. Il dit OK, oublions l'effort. Imaginons simplement qu'au sein d'un troupeau de girafes à cou court, il y a, par pur hasard, de la variation. Comme chez les humains, il y en a des grands, des petits. Précisément. Donc la plupart des girafes ont un cou court, mais quelques-unes naissent, par chance, avec un cou un tout petit peu plus long. Cette variation existe déjà. La caractéristique, chez Darwin, la caractéristique existe déjà, au hasard, et c'est l'environnement qui va faire le tri. C'est ça la différence fondamentale. C'est exactement ça la différence fondamentale. Maintenant, imaginons que le climat change. Une grosse sécheresse, plus d'herbe au sol. La seule nourriture qui reste, ce sont les feuilles tout en haut des arbres. Que se passe-t-il? Ben, les girafes à cou court, la grande majorité ne peuvent plus manger. Elles meurent. Elles meurent, avant d'avoir pu faire des petits. Et les quelques chanceuses qui sont nées avec un cou un peu plus long, Elles survivent. elles survivent, elles mangent, elles sont en bonne santé et donc elles se reproduisent. Et elles transmettent à leurs enfants leurs gènes cou un peu plus long. Et on répète ça sur des milliers de générations. Voilà, répéter ce processus de tri impitoyable sur des milliers et des milliers de générations, et le caractère cou long, qui était au départ une exception rare, devient la norme. L'environnement n'a pas voulu de girafe à long cou, il a juste éliminé toutes les autres. C'est un processus aveugle, mécanique. C'est une idée vertigineuse, parce qu'elle pulvérise l'un des arguments les plus puissants en faveur de l'existence de Dieu, l'argument de l'ordre. L'argument du design, oui. L'idée que si on trouve une montre dans la nature avec ses rouages complexes, on en déduit forcément qu'il y a un horloger derrière. Et Darwin répond, pas du tout. Un processus aveugle et brutal comme la sélection naturelle peut, avec assez de temps, créer des structures qui ont l'apparence d'avoir été conçues. Mais sans intention, sans plan, juste des millions d'échecs pour une réussite. La source prend un autre exemple qui fait froid dans le dos, la durée de la grossesse humaine. Oui, on pourrait se dire que 9 mois, c'est la durée parfaite, intelligemment calculée par un créateur. Mais l'explication évolutive Beaucoup plus sombre. elle est brutale. À un moment de notre évolution, la bipédie a rétréci le bassin des femmes, et en même temps, le cerveau de nos ancêtres et donc leur crâne grossissait. Le dilemme terrible. Exactement. Les femmes dont la grossesse durait, disons, 10 mois, mouraient en couche avec leur bébé. La tête ne passait plus. Celles qui accouchaient trop tôt, à 6 ou 7 mois, donnaient naissance à des prématurés qui ne survivaient pas. Donc la nature a fait un tri absolument macabre. Ont survécu et ont transmis leurs gènes. La durée de 9 mois n'a pas été choisie pour sa perfection. C'est juste le résultat de la mort à très grande échelle. On comprend mieux le scandale. Le monde de Darwin, c'est pas un jardin d'Éden. C'est une arène de lutte, de mort, de hasard. C'est l'opposé du récit biblique. Le conflit avec l'Église était inévitable. Le choc a été d'une violence inouïe. La source raconte une anecdote qui montre bien la panique des religieux de l'époque. Ah oui, celle-là est incroyable. Quand on leur présentait des fossiles d'espèces disparues comme preuve que la création n'était pas parfaite, certains répondaient avec un aplomb formidable. Ce fossile, c'est tout simplement celui d'un animal qui a refusé de monter dans l'arche de Noé. C'est une blague. Non, non. Il a été puni par Dieu et Dieu a créé une nouvelle espèce pour le remplacer. La mauvaise foi est totale. C'est une pirouette incroyable pour essayer de sauver les meubles. On sent qu'ils étaient vraiment acculés. Complètement. Mais il y a une autre implication qui va tout faire basculer. La question du temps. Pour que ce tri sur des millions de générations fonctionne, il faut une durée qui dépasse l'entendement. Bien plus que les 6000 ans de la Bible.
C'est ça. Darwin a compris que sa théorie avait besoin de temps, d'un temps profond, presque infini. Il a postulé que la Terre devait avoir des centaines de millions d'années. Pour les Popes, c'était une pure folie. Une intuition de génie. Et la science du XXe siècle lui a donné raison au-delà de ses rêves les plus fous. Aujourd'hui, on a daté l'âge de la Terre à 4,5 milliards d'années et les premières traces de vie à 3,5 milliards d'années. La sélection naturelle a eu tout le temps qu'il fallait. Et aujourd'hui, cet héritage est partout. On l'utilise pour comprendre des choses très concrètes. Par exemple, la couleur de la peau humaine. Pendant des siècles, on a cru que c'était le marqueur de races différentes, avec des hiérarchies. Stupide, oui. Alors que la théorie de l'évolution nous dit que c'est une simple adaptation géographique. Expliquez-nous ça. C'est un exemple parfait de sélection naturelle. Près de l'équateur, où le soleil tape très fort, une peau foncée, riche en mélanine, est un avantage énorme. Elle protège des UV. Inversement, dans le nord, où le soleil est rare, une peau claire est un avantage car elle permet de synthétiser plus facilement la vitamine D qui est vitale. Ni l'une ni l'autre n'est supérieure, en fait. Exactement. Ce sont juste deux solutions différentes au même problème. Survivre dans un environnement donné. Et l'autre point crucial, c'est le hasard, le côté accidentel de l'histoire. L'exemple des dinosaures est frappant. Ils ont régné sur la planète pendant 150 millions d'années. Et puis, il y a 66 millions d'années, un astéroïde, un simple cajou de l'espace, s'écrase sur Terre. Un accident cosmique totalement fortuit. Ça a anéanti les dinosaures et ça a ouvert une voie royale pour les mammifères qui étaient à l'époque de toutes petites créatures, des sortes de musaraignes qui vivaient dans leur ombre. Sans cet accident, nous, les humains, ne serions très probablement jamais apparus. Notre existence tient à un coup de chance cosmique. C'est assez vertigineux quand on y pense. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Le plus incroyable, c'est que Darwin a tout compris sans rien connaître de la génétique ou de l'ADN. Et depuis, la génétique est venue confirmer de manière éclatante ses intuitions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour un scientifique, l'évolution n'est plus une théorie au sens d'une simple hypothèse. C'est un fait prouvé, démontré. Le débat ne porte plus sur si l'évolution a eu lieu. Mais plutôt sur les détails de ces mécanismes. Voilà. Et même la discussion avec la foi a, elle aussi, évolué, le front de bataille s'est déplacé. Beaucoup de croyants, y compris l'Église catholique, acceptent aujourd'hui le fait de l'évolution. La question devient plus philosophique. Exactement. Est-ce que ce processus, en apparence aveugle, est entièrement guidé par le hasard, comme le pense la science, ou est-ce qu'il pourrait être, disons, orienté par une sorte de sagesse divine? Et en parallèle, beaucoup de théologiens voient les récits de la création, Adam et Ève, l'Arche de Noé, non plus comme des reportages historiques, mais comme des récits symboliques. Des allégories, tout à fait. La pensée a évolué des deux côtés. C'est une histoire incroyable quand même. On est parti d'un jeune homme qui voulait devenir prêtre et qui, armé de sa seule curiosité, a fini par offrir à l'humanité une nouvelle grande histoire de ses origines. Une histoire sans créateur, fondée sur la lutte, le changement et un temps vertigineux. Et pour conclure, la source nous laisse avec une image puissante. Oui, nous les humains, comme tous les mammifères, on a pour lointains ancêtres des poissons sortis de l'eau. Les oiseaux dans le ciel sont les descendants directs des dinosaures. Ça nous connecte à tout le vivant de la planète dans une immense saga familiale. Ce qui soulève une dernière question, une pensée pour la route. Exactement. Si un événement purement fortuit, comme la chute d'un astéroïde, a pu changer si radicalement le destin de la vie, quelles sont les forces naturelles ou, de plus en plus, créées par nous-mêmes, qui sont en train de sculpter l'évolution de la vie aujourd'hui et pour les siècles à venir?